Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les décisions récentes de l'administration Trump, leurs effets un peu partout dans le monde. Oui, bonjour. On va regarder de près la réforme fiscale, le dossier Epstein aussi, et puis la politique en Ukraine. Pas mal de choses qui bougent. Et pour ça, on va s'appuyer sur une analyse qui circulait récemment sur YouTube, c'est ça, Ouais. une discussion de Skandaria. Exactement. L'idée, c'est de décrypter un peu les contradictions qu'on voit et de comprendre ce que ça implique plus largement, quoi. Alors, commençons par cette réforme fiscale, la fameuse One Big Beautiful Bill. Il y a des baisses d'impôts pour les revenus sous 50 000 $. Oui, ça c'est l'annonce phare. Mais à côté, il y a des dépenses énormes en infrastructure. Ah oui, dans quel secteur? L'aérien, la NASA, les gardes-côtes, l'Arctique, la défense, les frontières, c'est assez large. Et puis ce fonds pour les nouveau-nés, indexé sur le S&P 500, Et le tout avec une promesse d'augmenter les salaires de 10 000 $. Comment c'est perçu économiquement? disons que ça fait grincer des dents. Le Congressional Budget Office, l'organisme qui chiffre tout ça, parle d'une explosion du déficit. Ah oui? À quel point? Entre 2,8 et 3,3 trillions de dollars de plus sur 10 ans. Donc, pour financer ça, il faut emprunter massivement. Ce qui augmente la masse monétaire, M2, c'est ça? Voilà, M2. En gros, c'est l'argent qui circule et les dépôts les plus liquides. Et ça ressemble un peu à faire tourner la planche à billets, quoi. Et du coup, les craintes, c'est quoi? Inflation? Oui, inflation, récession, c'est ce que dit Larry Summers, l'ancien du Trésor. Et Elon Musk, lui, va même jusqu'à parler de risque de banqueroute pour les États-Unis. Carrément. C'est quand même un sacré contraste avec les promesses de rigueur budgétaire pendant la campagne. Ah complètement. C'est ça qui est frappant. Et cette augmentation de M2, on voit un lien direct avec le Bitcoin, hein. Oui, justement, le Bitcoin qui a dépassé les 118 000 $ début juillet, un record historique. Absolument. Pour les maximalistes comme Adam Back, Michael Saylor ou même le président Bukele, c'est une sorte de validation. Et Max Kaiser qui parle d'apocalypse des bons du trésor. Voilà. Ça montre bien la méfiance envers les monnaies classiques face à ces politiques, hein. Mais ce qui est troublant, c'est que pendant cette relance économique, il y a eu aussi le dossier Epstein. Et là, le sentiment, c'est plutôt la trahison, non? Exactement. Les déclarations du FBI, de Pam Bondi qui ont semblé minimiser l'affaire, ça a vraiment choqué. Même chez des soutiens comme Musk. Ça a ébranlé la confiance. Oui, clairement. La source mentionne même cette petite anecdote. La porte-parole de la Maison-Blanche, vue sans sa croix habituelle pendant ses déclarations. Un détail, mais qui a marqué les esprits. Oui, ça a alimenté les doutes sur sa conviction, en tout cas. C'est révélateur du malaise ambiant. Et cette impression de contradiction, on la retrouve aussi sur l'Ukraine, avec cette volte-face sur l'aide militaire. Tout à fait. D'abord, suspension des livraisons d'armes, le 2 juillet. Et puis, paf, reprise ordonnée le 8 juillet. Juste après une rencontre avec Netanyahou. Précisément. La justification de Trump, l'Ukraine doit se défendre, Poutine tue trop de gens. Difficile de ne pas y voir un sacré revirement par rapport à ses positions d'avant. Comment ça se passe sur le terrain en Ukraine d'ailleurs, selon les analyses? Même en regardant une source pro-ukrainienne comme deepstatemap.live, le tableau est assez sombre. On observe de plus en plus de saillants russes, Des saillants, c'est-à-dire? des avancées russes profondes dans le front, difficiles à contrer pour les Ukrainiens. Et ça menace des villes clés, comme Pokrovsk ou Kostyliantinivka. Donc une capacité ukrainienne à contre-attaquer qui semble limitée? C'est ce que suggère l'analyse, oui. Et la fenêtre pour négocier la paix, elle semble s'être refermée. Et l'Europe? Une aide militaire européenne pourrait changer ça? Le problème, c'est le temps. Il faudrait au moins 2 ans, selon l'analyse, pour qu'une réponse européenne ait un vrai impact. Et pendant ce temps, Le sentiment évolue en Ukraine même. oui, un sondage montrerait une majorité maintenant pour un compromis. Et il y aurait des civils qui partagent les coordonnées des centres de recrutement militaires. Pendant ce temps, sur d'autres fronts, on a vu des médiations américaines, le cessez-le-feu Iran-Israël. Oui, négocié par Trump après ce qu'ils ont appelé la guerre des 12 jours. Mais c'est très fragile. On parle déjà de violation. Et le nucléaire iranien? D'après le renseignement US, le programme aurait juste été ralenti. Et Téhéran a suspendu sa coopération avec l'AIEA, l'agence de surveillance nucléaire. Donc, situation tendue. Et le pétrole? Pour l'instant, le marché reste calme. Et Trump, il tient sa ligne. Pas d'intervention directe américaine pour le moment, malgré les pressions. Plus surprenant peut-être, cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Oui, avec une médiation US et Qatar. L'accord prévoit un retrait rwandais de RDC, la fin du soutien aux milices. Mais le gros morceau, c'est l'économie. Ah oui. C'est-à-dire,
Les États-Unis obtiennent un accès prioritaire aux minerais critiques congolais, coltan, cobalt, lithium, via le Rwanda. Pour concurrencer la Chine, j'imagine. Exactement, c'est stratégique. Et ça souligne le paradoxe du Congo. Une richesse potentielle absolument énorme, on parle de milliers de milliards de dollars, Oui, entre 24 000 et 100 000 milliards selon les estimations. et pourtant une pauvreté extrême. Et le Rwanda dans tout ça. L'analyse de Charles Onana, citée dans la source, parle du Rwanda comme d'un pion des Américains. Le Congo paie le prix, même si l'accord parle d'industrialisation future. On voit bien la géopolitique des ressources, là. Et pour terminer ce tour d'horizon, le sommet des BRICS à Rio. Ça aussi, ça a marqué. Oui, avec l'intégration du Vietnam, le bloc représente maintenant 44% du PIB mondial et 56% de la population. C'est énorme. Et leur message? Une déclaration commune assez forte pour le multilatéralisme, pour réformer l'ONU et Bretton Woods. Ils condamnent les actions en Iran et en Russie, rejettent les mesures climatiques punitives et le protectionnisme, une pique contre Trump. C'est comme ça que ça a été interprété en Occident, oui. C'est une affirmation claire de leur poids face à un Occident qui les couvre parfois peu médiatiquement. Malgré leur influence croissante. Voilà. Bon, Taïwan reste un gros point de friction, évidemment, hein. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur sur tout ça, Ce qui frappe vraiment, je trouve, c'est cet écart, hein. L'écart entre le discours de campagne de Trump, on se souvient abolir l'impôt, détruire la Fed, oui, des promesses radicales. et puis les actions une fois au pouvoir. Une relance budgétaire quasi keynésienne, ce revirement sur l'Ukraine, la gestion plus qu'ambiguë du dossier Epstein. C'est très pragmatique, voire contradictoire. Du coup, ça pose la question de la prévisibilité, non? De la fiabilité de la parole politique. Exactement. Quelle est la prévisibilité des grandes puissances aujourd'hui, entre un acteur comme Trump, parfois déroutant, et ces BRICS qui s'affirment avec une autre vision du monde? L'incertitude semble être la seule certitude finalement. De quoi continuer à observer et analyser de près. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.